Tout débute en 2003. Monsieur Jean est contacté par le gouvernement de la Guinée-Conakry pour déjouer un coup d'État. À l'époque, le président Lansana Conté dirige le pays d'une main de fer. Il apprend qu'un putsch se prépare contre lui. Le chef du complot, c'est lui, le gendre du président, le colonel Toto Camara. La mission de Monsieur Jean va être de le démasquer et de réunir les preuves de sa trahison. Coucou la famille, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez très bien pour ce week-end qui se prépare à merveille. Christian Lestabel, son nom ne vous dit pas grand-chose, mais il devrait être connu par les services de renseignement guinéens et les hommes politiques guinéens. Pourquoi je le dis? Parce que entre 2003 et 2004, des Guinéens ont failli renverser Lansana Conté. Je ne parle pas du coup d'État de 1985, mais bien entre 2003 et 2004. Parmi eux, il y avait les hommes qui sont toujours dans les affaires actuellement en Guinée, notamment Baïdi Haribo, Kassouri Fofana et un certain Toto Camara, qui était le gendre de Lansana Conté à l'époque. Ces messieurs ont failli renverser le gouvernement guinéen. Ils ont été infiltrés par un ancien agent de la DCRG, entendé par Direction centrale des services des renseignements généraux français, qui a infiltré ce mouvement, ce groupe. Il les a invités à Paris, leur a tendu des pièges pour avoir l'enregistrement de leur complot contre le régime guinéen. Ce monsieur s'appelle Christian Lestabel. Il y a son ouvrage qui s'appelle Complot à Paris, que je vous conseille de lire et que vous pouvez vous procurer par commande, justement sur le site Amazon, qui vous permettra d'en comprendre plus. Regardez un extrait de 3 à 5 minutes pour avoir une vision de ce qui s'est passé durant cette période-là. La Guinée a toujours été menacée par des hommes de l'intérieur. Bien qu'on accuse souvent les peuples d'être des traîtres, je pense que le complot de 1985 n'avait pas eu la participation de Peul. Et ce complot dont je vous parle de 2003-2004 n'a pas été dirigé par des Peul. Donc arrêtez cet acharnement. Regardez cet extrait. Aujourd'hui, les espions privés, avec toutes ces nouvelles technologies, peuvent monter des opérations autrefois réservées à la CIA ou à la DGSE. Cet homme est un agent privé. Il accepte de venir me raconter l'une de ses missions les plus spectaculaires. La condition, conserver l'anonymat. Pour nous, il sera Monsieur Jean. Bonjour, Jérôme. Monsieur Jean ne vient pas les mains vides. Il m'apporte des cassettes avec des dizaines d'heures d'enregistrement de caméras cachées. Les preuves d'une opération d'espionnage au service d'une puissance étrangère qui a duré près de 2 ans. Tout débute en 2003. Monsieur Jean est contacté par le gouvernement de la Guinée-Conakry pour déjouer un coup d'État. À l'époque, le président Lansana Conté dirige le pays d'une main de fer. Il apprend qu'un putsch se prépare contre lui. Le chef du complot, c'est lui, le gendre du président, le colonel Toto Camara. La mission de Monsieur Jean va être de le démasquer et de réunir les preuves de sa trahison. Le barbouze va lui tendre un piège. En février 2004, après plusieurs mois d'approche, il invite les comploteurs guinéens dans un château de la région parisienne en promettant de financer leur putsch. Le château est truffé de micros et de caméras afin d'enregistrer les aveux des Guinéens. On est obligé de placer toutes les écoutes partout. Des micros sont mis dans les tentures, sont mis dans les meubles, sont mis dans la bibliothèque. Toutes les chambres sont sonorisées aussi. Alors, évidemment, vous mettez une caméra à l'endroit où va se tenir le dîner principal. On détermine l'endroit qui va être la clé, nous en tout cas, où on sait qu'on va aborder les sujets, ça sera à cet endroit-là. Et on polarise un maximum, à la fois le son, l'image et tout sur cet endroit. 27 février 2004, 21h40. Les opposants guinéens se mettent autour de la table. À gauche, Baïdi Haribo, le numéro 2 de l'opposition en Guinée. À droite, un des chefs de l'opposition en France,
Ibrahima Capi. En face, Monsieur Jean, celui qui manigance tout. Et enfin, deux complices à lui, qui se font passer pour de riches hommes d'affaires. Ils se disent prêts à donner 5 millions de dollars pour financer le coup d'État en échange de marchés juteux. Ils se présentent comme étant les frères Lopez. Le dîner commence, mais voilà, il manque le chef du complot. Le gendre du président n'est pas venu de Guinée. Un des opposants excuse son absence. D'accord, il est pas parti. On a eu sa femme qui a téléphoné qu'il a eu. Donc il a envoyé de place dans le Sénégal. Autour de la table, l'ambiance se tend. Les faux financiers menacent de quitter le repas. Il faut qu'on travaille maintenant. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que tout le monde a pris un risque et moi j'ai pris beaucoup de risques aussi. Voilà. Je crois que c'est une situation qui est gênante pour eux. Je dois le reconnaître. Et moi, mais je vous précise aussi que je n'ai pas insisté. Parce que si j'avais insisté, je me serais levé, je serais parti. J'ai compris. Ils sont comme des cons. Ils sont comme des cons. C'est eux qui sont en porte-à-faux. Donc ils sont psychologiquement déstabilisés. C'est-à-dire que les mecs, ils sont prêts à vendre leur père et leur mère pour qu'on ne parte pas. Les comploteurs vont alors dévoiler leur objectif final. Tuer le président, Lansana Conté. On a une élimination physique, c'est la solution radicale et c'est la plus rassurante pour nous et pour le retour d'investissement. Ces aveux viennent d'être enregistrés, mais ça ne suffit pas. Les barbouzes veulent les aveux du gendre du président lui-même. Le dîner se termine sous haute tension. L'ultimatum est donné, demain matin 9h, on veut une réponse, sinon on arrête tout, on s'en va et vous perdez vos financiers pour votre coup d'État. Ouais, ils ont passé toute la nuit au téléphone. Le lendemain matin, à 9h, on avait la réponse. Le gendre du président promet de venir en France une semaine plus tard. 5 mars 2004, il atterrit à Paris et rejoint les barbouzes au château. Il s'assoit à table à gauche de l'image. Monsieur Jean prend la parole pour parler du financement du putsch. Dans un premier temps, l'affaire est évidemment conclue. Dans les sommes qui vont être données, on est resté sur les accords qu'on a dit, à hauteur de 5 millions de dollars par tranche de 1 million de dollars. À notre réussite. C'était la réussite, à bon déroulement. Mais le ministre de l'Intérieur guinéen n'est pas encore satisfait. Ce qu'il veut, c'est l'enregistrement des aveux du gendre sur son projet d'assassinat du président. Ce qu'il fallait, et ce que vous souhaitait le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est qu'on prouve jusqu'à la mise en place de l'attentat. C'est pas parce qu'on a le désir de dire ah si celui-là pouvait crever qu'on va le tuer. Hein, des gens qui veulent tuer du monde, il y en a des millions tous les jours. Hein. Maintenant, ceux qui passent à l'acte, c'est totalement différent. Le chef du complot, le colonel Toto Camara, va rester à Paris pour élaborer le scénario de l'assassinat du président. Il opte pour une solution radicale, l'attentat à la bombe. 15 jours plus tard, le 22 mars 2004, la dernière manche va se jouer dans un restaurant près des Champs-Élysées. Monsieur Jean accepte de m'emmener sur les lieux. À l'époque, il avait encore truffé l'établissement de micros et de caméras. Alors nous voilà dans le fameux salon privé que vous aviez loué. Voilà, tout à fait. Il y a le même style de bouquet de fleurs, et je me demande si c'est pas celui-là, d'ailleurs, au bout de 10 ans, avec un micro dedans. Derrière ce tableau, on a mis le micro. Derrière ce tableau aussi, on a mis des micros. On a une série de micros installés sous cette table, en sachant que bon, la personne principale qui nous intéresse, c'est le colonel qui se trouve assis là. Et puis là, il y a la fameuse caméra. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est la partie image qu'on a placée. Il y avait à l'époque, à l'origine, il y avait une tête d'incendie qui était placée. Donc nous, on a défait la tête d'incendie d'origine et on a remis la même, sauf que c'est une caméra. C'est exactement la même. Une que vous aviez équipée d'une caméra. Cette caméra, voilà ce qu'elle enregistre.
On voit ici les complices de Monsieur Jean vérifier les micros cachés sous les tables. Et derrière cette porte, on a toute la technique. Avec le technicien. On a le technicien qui est derrière avec tous les écrans de renvoi et qui s'occupe de la maintenance des cassettes et de vérifier que tout se passe bien. Ah oui, alors le mec, il n'avait pas intérêt à éternuer. Il n'a pas fallu qu'il ouvre la porte. Tout est en place dans le restaurant. Encore faut-il que le chef du complot vienne au rendez-vous. C'est vous qui avez choisi le restaurant, parce qu'il aurait pu très bien vous dire, s'il était méfiant à la dernière minute, vous dire, bah finalement, on va pas aller dîner là, c'est moi qui choisirai le restaurant. Comment vous faites pour être sûr que ce type va finalement venir où vous l'avez attiré? Ouais, parce que psychologiquement, c'est lui qui l'a choisi. On n'a rien choisi du tout, nous, on lui a suggéré du restaurant. On lui a demandé ce qu'il souhaitait pour être tranquille, où il souhaitait aller, dans quel quartier. On arrivait à lui dire, bah, nous on connaît un petit restaurant dans une transversale des Champs-Élysées, qui loue des petits salons au premier étage, c'est tout à fait discret, personne ne nous connaît, vous serez très très bien, sous réserve que ça soit pas complet. Il est 20h, le gendre du président, le colonel Camara, entre en scène. Les enregistrements sont lancés. Le piège est prêt à se refermer sur lui. Voilà, là on a le colonel qui arrive, donc on est en terrain conquis là, on est devenus des amis. En 3-4 jours, on l'a vraiment retourné, on est bien proches. On s'est arrangé pour faire ce rendez-vous sans ses collaborateurs, de façon justement voir comment lui les positionne, qui est qui fait quoi autour de lui. Donc là on est rentré dans l'intimité et on va vraiment développer toute la stratégie de l'attentat contre le président de la République. Dans un premier temps, les barbouzes présentent une valise censée déclencher les bombes à distance. Il nous a fait faire par un artisan. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est une matériel de commande. Très simple. C'est ça. C'est du basique. Ça a fonctionné. On tourne des services ici. C'est-à-dire que ça peut être. Voilà. Ça peut être. Avec ce type d'équipement, le président ne peut être pulvérisé. Vous ne pouvez pas le rater une fois. Les comploteurs imaginent ensuite quelle serait la position idéale pour les explosifs. Le colonel explique le trajet du président. Il fait même un plan avec les verres et les fourchettes. Voilà, on est comme ça. Voilà. Donc on voit bien par ici. Voilà. Non, il vient là. Voilà. On voit pas ça. Non, comme ça. En ligne droite. Non, c'est comme ça. Il vient là. D'accord, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Ça fait juste une longueur de... Il faut s'en mettre. Au final, voici le scénario. À Conakry, le palais présidentiel se trouve ici. Quand le président sort, il est obligé d'emprunter cette avenue. Les bombes seront donc placées dans 4 voitures stationnées sur une centaine de mètres. Reste maintenant à déterminer qui va déclencher ces explosions. Et c'est là qu'il nous dit non mais moi j'ai mon bureau à je sais plus quel étage du bâtiment qui donne sur la sortie principale où le président sort en permanence avec son escorte et tout, et dit on pourra le déclencher de mon bureau. Donc à partir de mon bureau, je peux déclencher du bureau et vous voyez le bureau. Ça c'est mon bureau. Ça peut-être parce que déjà à 1 km déjà j'attends la sirène. Il n'y aura plus de carreau, il n'y aura plus de micro immeuble. À partir de ce moment, vous aurez fait pour chez vous. Tant pis. Vous voyez, vous excusez la charge, vous allez au sol directement. Les carreaux, à l'ombre de chacun. Et le gendre du président imagine déjà la suite, la prise du pouvoir. Entre l'instant où il est éliminé et que le bruit va circuler, il faut combien de temps que vous puissiez tout reprendre. Et ce seulement, dès que l'action est faite, on peut regarder simplement. Les militaires, plus que les nains des mois en plein pouvoir. C'est fini. Le jour même. Donc fin de ce dîner, là vous avez tout en main, tout est enregistré, tout est sonorisé. C'est fini pour nous, l'affaire est terminée. On a feu vert pour que les bandes partent en Guinée et soient remis au président de la République. Après, ça devient une affaire africaine. Pour Monsieur Jean, c'est la fin d'une mission qui aura duré presque 2 ans. Une opération facturée plusieurs centaines de milliers d'euros. Bonjour, Jérôme Pierrin, on va faire ça, on va aller. Merci.
nous avons retrouvé le commanditaire, celui qui a réglé l'addition, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Pour la première fois, il accepte de parler de cette opération digne d'un roman d'espionnage. C'est un travail professionnel. Ils ont bien travaillé. Parce que les personnes en question ne pouvaient rien nier, parce que tout était là. À son retour en Guinée, le chef du complot et ses complices seront arrêtés. Mais le président renoncera à faire condamner son gendre. Les personnes ont été interpellées en Guinée par les services compétents, mais pour des raisons propres au chef de l'État d'alors, il était très clément. C'est lui qui a demandé de laisser tomber cette affaire. Il m'a dit, est-ce que vous avez tout ce que vous voulez savoir? J'ai dit oui. Il dit bon, arrêtez, voilà, libérez-les. Simplement donner-leur des conseils de ne plus jamais recommencer ça. 4 ans après, en 2008, le président Lansana Conté mourra tranquillement sur son lit d'hôpital, après 24 ans de règne.